Bonjour, nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 avec une météo qui semble s'améliorer par rapport à la journée d'hier, puisque hier nous avons connu des paramètres météorologiques tels que l'hygrométrie, la température, la force des vents et bien sûr l'environnement qui était sombre. Eh bien, une amélioration de tout ça en cette journée, puisqu'on a de la clarté, la température s'est euh, relevée un petit peu et on a moins de vent qu'hier et bon, on a plus de clarté. Bon, tout ça concourt à tout ce qui était désenchanteur la journée d'hier, à promouvoir une meilleure journée pour la journée du 7 octobre 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon, je vais parler ici d'un sujet un petit peu qui peut être banal, qui peut être banalisé à un point tel que la banalité, on risque de s'y perdre, puisqu'en fait, il y a à un moment donné, quand c'est trop banal, mais on n'y prête plus attention. C'est les termes que l'on que l'on dit quand bon, il y a une certaine banalité qui s'installe. Une banalité qui s'instaure finit par ne plus penser aux prémices de, voilà, euh, de l'objet premier, les prémices de l'objet premier. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous travaillez à certaines choses quotidiennes, vous ne prêtez plus attention à des choses dont peuvent provenir l'essence même d'une d'une qualité ou d'une définition ou, peu importe, peu importe l'objet, que ce soit une définition, une qualité ou autre. Hein. Quand on est installé dans la banalité, on ne tient plus compte de l'essence même, voilà, des prémices de l'objet de base. Voilà, donc quand vous êtes trop installé dans la banalité, vous ne faites plus attention à ce, à ce qui est derrière, en fait, quelque part, et ce qui est derrière tout ça. Alors, je prends un exemple pour bien comprendre ça. C'est par exemple des notions qui ont été apprises en primaire. Par exemple, les premières choses qu'on voit en primaire, bien sûr, c'est la structuration, bien sûr, c'est le langage, c'est un peu de tout. On fait de la gymnastique, on fait du langage, on fait voilà, du chant, on fait de la danse, on fait un petit peu un petit peu de mathématiques, mais des petites mathématiques un petit peu, je veux dire, qui ont à voir avec voilà, les structures de données, les calculs, un petit peu de calcul, un petit peu de tout. Ouais, c'est un petit peu de tout, mais c'est beaucoup des notions ensemblistes. Beaucoup des notions ensemblistes. Et puis, bien sûr, on apprend le langage pour pouvoir formuler des phrases. On commence à apprendre à écrire, à lire, à écrire, etc. etc. Bon, et bien écrire, une lecture correcte. Bon, c'est les prémices, bien sûr, de la grammaire, du vocabulaire, euh, bien sûr, avec un petit peu de notion de cours d'histoire, tralala, c'est ce qui fait les cours de primaire. Mais en primaire, vous voyez des notions ensemblistes, les premières notions ensemblistes que l'on peut entreprendre au niveau euh, de la, on va dire de la, comment on appelle ça, de la consistance de certaines notions ensemblistes, mais cette consistance sont vues en primaire. Et étant vu en primaire, quand on évolue durant le cours de son existence, on passe à autre chose. Ce qui veut dire que vous allez utiliser certaines notions de notions ensemblistes quotidiennement sans plus faire attention à ces notions ensemblistes. Puisqu'en fait, vous les avez banalisées euh, tout en vous disant, entre guillemets, que vous avez acquis ces notions et que vous les connaissez. Mais parfois, c'est pas aussi évident voilà, qu'on veut le faire croire. Alors ici, il y a deux notions ensemblistes que je veux revenir, bon, qui ont été vues bien sûr en primaire, c'est en primaire qu'on voit ça, mais c'est tellement banalisé pour un adulte que bon, il peut s'y perdre. Et il peut s'y perdre parce que quelque part, effectivement, on peut s'y perdre. C'est pas quoi, il peut s'y perdre lui-même, c'est que toute personne peut s'y perdre parce qu'il y a des notions
très important de développer dans ces notions d'appartenance et d'inclusion. Donc la personne qui s'y perd, elle peut s'y perdre à un moment donné, on peut lui faire perdre son latin, alors qu'il connaît la notion d'appartenance et d'inclusion. Et justement, c'est ça que je vais faire. Euh, je vais faire une petite halte dans cette vidéo-ci pour justement recadrer un petit peu certaines choses sur l'appartenance et l'inclusion. Alors, il faudra suivre la vidéo de A à Z parce que, voilà, si vous voulez suivre un raisonnement, mais il faudra le tenir du début jusqu'à la fin. Sans, bon, ici, il n'est pas question que quand on tient un raisonnement de logique, de vouloir entrecouper la vidéo parce que ça n'a aucun sens. Vous allez avoir des bribes de raisonnement. Donc, à des bribes de raisonnement, on peut faire dire n'importe quoi à des bribes de raisonnement. Ça, vous le savez très bien, c'est ce que c'est. Comment la propagande est appliquée. Bon, il suffit de couper au bon endroit de raisonnement et aller chercher des petits raisonnements pour faire dire certaines choses. Bon, mais ici c'est pareil. Si vous ne suivez pas tout le raisonnement logique de A à Z dans toute la vidéo complète, c'est pas la peine, je vous dis la vérité, d'essayer voilà, de regarder la vidéo parce que c'est pas la peine, ça n'a aucune utilité. Allez voir un raisonnement entrecoupé, ben, je vous laisse voilà, dans votre liberté de faire ce que vous voulez avec la vidéo, mais vous n'allez pas, ça va pas concourir à une forme de voilà à une forme de compréhension de la logique que je veux établir ici. Pour des notions simples qui pourraient paraître banales pour le commun des mortels, mais qui ne l'est pas en vérité, parce qu'en fait, il y a des, on va dire, voilà, des théories sous-jacentes à ce que je vais vous expliquer. Alors, la première des choses, c'est de voir ce qu'est l'appartenance et l'inclusion. Alors, appartenance ou inclusion? Alors, tout d'abord, l'appartenance et l'inclusion, bon, vous aurez compris que ça a à voir avec les notions ensemblistes. Bon, on peut intégrer des notions booléennes. Mais attention à ces opérateurs booléens. Parce que oui, parfois on est dans on est dans des ensembles qui permettent de la logique booléenne, mais attention, il faut mettre l'opérateur qui sied au mieux, qui sied le mieux. Donc allez pas mettre n'importe quoi comme opérateur. Voilà. Alors tout dépend maintenant, si vous le faites dans la vie courante, c'est-à-dire bon, une pratique des mathématiques ou une pratique de logique ou autre, hein, parce que bon, la logique s'étudie dans de nombreux domaines, ou dans un logiciel. Parce que le logiciel, lui, il a ses bases. Hein. Si vous devez mettre un symbole, lui, il ne va pas tergiverser. C'est bon, c'est mauvais le symbole. Alors peut-être que le symbole est bon dans la vie commune, dans la vie courante. Je m'excuse, dans la vie courante. Peut-être que le symbole est bon dans la vie courante, mais il n'est peut-être pas accepté par un logiciel qui n'accepterait pas ce symbole-là, pour une raison ou une autre, qui dépendra peut-être des programmeurs aussi. Hein. Parce que ce sont les programmeurs qui vont instaurer une loi au niveau de la logique. Hein. De la logique, notamment des symboles à mettre en tant que symbole de logique. Alors, maintenant, mon raisonnement va tenir de mon raisonnement est le suivant. Appartenance ou inclusion. Alors, si vous faites par exemple de la géométrie spatiale, dira-t-on A appartient, est-ce qu'on peut dire qu'un point appartient à une droite, A étant un point, D une droite. Vous allez me dire oui. Bon. Alors vous allez comprendre que déjà le point A c'est un élément esselé. Bon, c'est déjà une chose. Et qu'une droite, ben, c'est un ensemble de points. Discontinu, voilà, aligné. Mais c'est un ensemble de points. Donc ce qui veut dire que, bon, là on a un point A, on a tout un ensemble de points, voilà. Cet ensemble de points, c'est les ensembles là que j'appelle, tous ces points-là, je les appelle les xi. Donc j'ai un ensemble de points xi et j'ai le point A. J'ai le point A. Alors, donc ça c'est les ensembles, l'ensemble des points de la droite, les points de la droite. Bon, ils contiennent les points xi. Et si le point A appartient à la droite, ben, le point A est dans l'ensemble. Si le point A n'appartient pas à la droite,
les points de la droite, on a ici les points de la droite, x, y, ben là, à ce moment-là, le point A est à l'extérieur. Donc il n'appartient pas à l'ensemble de points de la droite. Bon, donc deux cas de figure, un point appartient à une droite ou n'appartient pas à une droite. Bon, maintenant vous allez me dire, est-ce que je peux dire que le point A est inclus dans la droite D ou n'est pas inclus dans la droite D? Bon, là, la question. La vraie question se pose ici. C'est une question fondamentale, je veux dire, de logique. C'est une question fondamentale de logique. Alors vous avez compris que les bases que vous avez acquises en primaire, bah, vous allez me dire oui, bon, appartient à la droite sans aucun souci. Bah, est-ce que l'autre énoncé n'est pas valable? Est-ce que, je dirais, si A est inclus dans D, est-ce que c'est valable? Bon, le tout, je vais justement traiter tout ça. Maintenant, je peux dire la même chose pour, est-ce qu'un point appartient à un plan? Est-ce qu'un point est inclus dans un plan? Est-ce qu'une droite appartient à un plan? Est-ce qu'une droite est inclue dans un plan? Là est toute la question. Là est toute la question. Et alors si c'est possible, pourquoi? Pourquoi c'est possible? Alors là, ça commence à devenir déroutant. Parce que on vous a appris un certain canevas, oui, qui est un canevas, je veux dire, que vous utilisez, je veux dire, au quotidien peut-être. Peut-être, hein, j'ai pas dit assurément. Par exemple, vous avez cours de mathématiques tous les jours, ben, vous abordez la notion bon, d'appartenance ou d'inclusion au quotidien sans le redéfinir, puisque vous l'avez défini quand vous étiez en primaire. Donc, vous avez les bases essentielles du point de départ voilà, de définition logique de l'appartenance et de l'inclusion, mais à un moment donné, vous l'avez utilisé au quotidien, que vous ne savez plus ce qu'il en est. Est-ce que c'est appartenant ou inclus? Alors maintenant, on va aller sur GeoGebra et je vais regarder le point de vue des informaticiens. Alors, que dit le point de vue des informaticiens? Voilà. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer je crée deux points, pour autant qu'il me libère des ressources. Voilà. Ici, GeoGebra, parfois, il bloque. Hein. Je vous l'ai dit, il y a une vidéo que j'ai fait, il a bugué énormément, mais j'ai fini par faire ma vidéo sans aucun souci, mais parfois il bug. Et quand il y a trop de données, GeoGebra n'est pas bon, à moins qu'il faut augmenter de la RAM. Encore faut-il voir comment il fonctionne en augmentant de la RAM d'un ordinateur. Donc il rame, on dit qu'il rame. Il rame quand il n'a pas assez de ressources. Des ressources disponibles pour pouvoir faire ces traitements. Donc ici on a A, j'ai mis le point A, je mets le point B. Je vais faire un zoom. Voilà. Alors, je mets la droite AB qui inclut A et B. Voilà. Alors, le point C, est-ce que j'ai besoin d'un point C? Oui, un point C pour former un plan. Et je forme le plan ABC. Voilà, le plan ABC. Donc, ce qui veut dire que là, je regarde, est-ce que A appartient à la droite F? Vous voyez que si je mets A appartient à la droite F, il le prend. Là, donc, pour lui, un point appartient à une droite. Donc, si je reviens ici, un point appartient à une droite. On est d'accord. Ça, c'est pour GeoGebra. C'est pour GeoGebra. Bon, dans la vie courante, est-ce que je peux dire A est inclus dans une droite? Ben, pourquoi pas? Je vais vous expliquer pourquoi pas. Justement, pourquoi pas? Généralement, vous allez voir en mathématiques qu'on utilise ceci. A appartient à une droite. Mais on peut dire ceci. Alors, quand est-ce qu'on pourra dire ceci? Il y a une raison d'être à ça. On va aller voir cette raison d'être par après. Mais avant toute chose, je vais retourner sur GeoGebra, qu'ont dit les informaticiens. Donc, est-ce qu'un point est inclus? Est-ce que je peux dire qu'un point A est inclus dans la droite? Voyons voir. La droite F. Voilà, il ne le prend pas. Donc, lui, il ne permet pas l'inclusion. Bon, ça, c'est déjà une chose. Il permet l'appartenance, mais pas l'inclusion. Bon, maintenant, je fais la même chose. Est-ce que A appartient à une droite, à un plan? A étant le plan. Hein. Petit a étant le plan, grand A étant le point.
Bah oui, lui, vous voyez bien que le A appartient au plan. Alors maintenant, est-ce que A est inclus dans le plan? Et il n'accepte pas. Donc vous voyez que lui, il accepte, qu'est-ce qu'il accepte? Donc le A, donc c'est ceci, il accepte A appartient au plan. Mais il n'accepte pas celui-là. Or, je peux vous dire que ça, c'est possible aussi. Voilà. Bon, maintenant, le D appartient au plan, ça, il ne le fera pas. Ni l'un ni l'autre. Mais généralement, en géométrie, quand vous faites de la géométrie, vous dites une droite. Bon, une droite vous pouvez dire soit l'un ou l'autre. D appartient au plan, D est inclus dans un plan. Alors, quand est-ce qu'on dira D? Bon, donc ça veut dire que, pour moi, les 6 cas de figure sont possibles. Pour moi. Mais en utilisant mathématiques, voilà. Quand vous ferez des mathématiques, ben, vous allez plus utiliser, ben, on dira plus que un point appartient à une droite, que la droite est incluse dans le plan. Hein, ici, il ne fera pas GeoGebra. Hein, si vous dites D, si c'est F, la droite F, voilà, appartient au plan A. Il ne veut pas le prendre. Alors maintenant, je vais mettre inclus. Il ne le prend pas. Alors maintenant, je vais chercher un opérateur booléen, parce qu'il peut agir en opérateur booléen, puisque ça reste de la logique booléenne, je vais mettre un et. Ah, il ne prend pas. Donc il ne prend rien de tout ça. Oui, vous allez me dire, bon, indirectement, c'est des opérateurs booléens, mais f n'est pas un opérateur booléen, puisque c'est l'équation d'une droite. Mais il peut faire, bon, voir si f et a, bon, bah, il pourrait le voir, hein, on peut faire voilà, de la logique booléenne avec ça, mais là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas permis. Donc, GeoGebra n'a pas permis de voir si une droite est directement incluse dans un plan, ou si une droite appartient à un plan. Donc, ni l'un ni l'autre. Ni même de logique booléenne. Hein. On ne sait même pas faire de logique booléenne. Je vous ai mis F et A. C'est un connecteur. Hein. C'est le connecteur et. En anglais, c'est AND. Il ne sait pas le faire. Donc la logique booléenne, avec tout ça, si je fais A et F, il ne le prendra pas. Voilà, si je fais grand A et A, bon, donc oublions la logique booléenne. Rien n'a été pris en considération pour les programmeurs sur la logique booléenne, voilà, concernant les points, les droites, etc. Tout ce qu'on peut faire, c'est soit appartient. C'est juste appartient. Donc un point appartient à une droite ou un point appartient à un plan. Mais il ne sait pas faire une droite appartient à un plan. Bon, ça, il ne sait pas le faire. Voilà. Alors maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que donc GeoGebra, lui, déjà, il est ciblé. On ne sait pas faire inclus. On ne sait pas faire inclus. Mais je peux vous dire que quand vous faites de la géométrie spatiale, bon, vous allez voir qu'un point appartient à une droite, ça c'est sûr et certain, et que aussi, vous allez voir, si je veux, je prends une droite, on écrira, bon, on dira un point appartient à un plan, un point appartient à une droite, et on pourra dire que une droite est incluse dans le plan. Alors, quand je ferai de la géométrie vectorielle, je prendrai inclus. Donc, je prendrai cela. Je vais prendre cela. Je vais prendre ceci. Alors, vous allez me dire, ouais, mais et ça, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Alors, je vais mettre en rouge. C'est possible aussi. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, ça fait porte votre latin par rapport aux définitions, que vous avez vues en primaire. Et c'est normal parce que vous ne prêtez plus attention à tout ça. Parce qu'en fait, derrière ça se cache quelque chose de très important. Ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme. Alors, je vais voir ce que c'est que le syllogisme d'un raisonnement. Donc, tout ça, ça fait partie de la théorie du raisonnement.
Le tout, c'est d'abord de voir, redéfinir ce qu'est la notion donc de partie. Alors, j'avais fait déjà une vidéo sur la notion de partie. Ben, une partie, ben, vous avez des exemples courants de ce qu'est une partie. Vous avez par exemple, je sais pas moi, de parties, vous allez au magasin, vous allez en voir plein. Hein. Vous allez au rayon fromage, c'est une partie. Voilà, c'est une partie des produits frais. Les fromages sont une partie des produits frais. Si vous allez dans le rayon, d'ailleurs le rayonnage, c'est ça, ce sont des parties. Hein. Si vous allez prendre des pommes, ben, les pommes sont les parties des fruits. C'est une partie des fruits. Si vous allez prendre des tomates, c'est une partie enfin, si je prends par exemple des poireaux, c'est une partie des légumes. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une partie? Ben, c'est un sous-ensemble. Donc, il faut sous-entendre par partie un sous-ensemble. Alors, bien sûr, les sous-ensembles, on les met par ce qu'on appelle des diagrammes de Venn. Donc, on les représente par des diagrammes de Venn comme ceci. Donc, si on a une partie, si je prends les pommes, voilà, les pommes sont une partie des fruits. Alors, j'ai pris un exemple simple, mais vous avez tous les jours tout ce qui est rayonnage. Bon, je peux vous prendre des exemples plus professionnels. Hein. Par exemple, je veux dire, vous avez un garagiste avec ses outils, mais les outils, bah, si je prends, voilà, il y a les outils qui vont concerner les outils, je sais pas moi, de carrosserie, les outils euh, pour l'intervention sur un moteur, les outils pour les interventions sur un pneu, les outils pour... On peut faire toute une panoplie voilà, de parties hein, et de sous-parties. On peut, voilà, on peut avoir des parties, des sous-parties, etc., etc. Donc, quand on a une partie, c'est ce qu'on appelle un sous-ensemble. Un sous-ensemble et une partie, c'est le même. Euh, alors, c'est pas une notion absolue, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, rien n'est un sous-ensemble par soi-même. C'est un sous-ensemble parce qu'il existe un autre ensemble. S'il y a un autre ensemble, on peut parler de sous-ensemble. Voilà. Donc, le fait de l'existence de la notion de sous-ensemble, c'est parce que préexiste déjà un autre ensemble, pour lequel, bien sûr, le sous-ensemble est inclus dans l'ensemble. Alors, toute partie d'un ensemble, si je prends les pommes, c'est déjà un ensemble. Les pommes qui sont une partie des fruits, ben, les pommes, c'est déjà un sous-ensemble, puisque dans les pommes, on peut encore distinguer différents types de pommes. Hein. Bon, il y a les golden, il y a il y a toutes sortes de pommes. Les pommes vertes, les pommes rouges, les pommes jaunes. euh, bon, il y a pas mal de pommes. Donc, quand on parle de sous-parties, ou quand on parle d'un sous-ensemble, ben, sous-ensemble est déjà un ensemble. Voilà, c'est déjà un ensemble. Alors on peut dire que ici les pommes est partie des fruits. On peut dire que P est sous-ensemble. Bon, je vais l'écrire correctement parce que c'est vrai que ici, en écrivant comme ça, on ne comprendra rien. En plus, j'ai du mal à écrire comme ceci, donc je vais l'écrire au caractère par le clavier. Donc je peux dire que les pommes est partie donc, de l'ensemble F qui sont les fruits, l'ensemble P qui sont les pommes est partie de l'ensemble F qui sont les fruits. On peut dire que P est sous-ensemble. Bon, normalement, sous-ensemble, je crois qu'il faut un trait d'union de F. Donc c'est bien un sous-ensemble, c'est bien une partie. On peut radoucir que bon, P est inclus
dans les fruits. L'ensemble P est inclus dans... Bon, il y en a qui disent, certains disent, inclus A. P est inclus A. Ou P est inclus dans. Bon, certains diront P est inclus A. Ou on pourra dire que P, P je dirais plutôt F contient P, mais P est contenu, ça c'est la voie active, il y a la voie active et la voie passive, est contenu dans F. Bon. Alors pour tout ça, bien sûr, on a inventé un symbole, ça vous le savez très bien, puisque c'est le symbole d'inclusion. Alors, le symbole d'inclusion, vous le connaissez puisque je l'ai mis au-dessus. Alors, quelle est la différence entre le symbole d'appartenance et inclusion? Ça, c'est inclusion, et l'appartenance, il suffit de rajouter une barre. C'est tout. Ça, c'est inclusion. Et voilà, il suffit de rajouter une barre. C'est presque deux symboles identiques. Hein. Déjà, à la base, c'est presque identique. Alors, là, je dirais que P est inclus dans F. Ou, je peux dire que F contient l'ensemble P. Bon, c'est un des deux. Choisir l'un ou l'autre, c'est bon. P est inclus dans F ou F est inclus dans P. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ici, je vous ai dit, il y a des pommes. Et les pommes, bon, ici, je vais mettre, je sais pas, des raisins. Ça, c'est des raisins. Une grappe de raisins. Bah, je peux mettre une fraise. Ah, je peux mettre une banane. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pommes? Ben, c'est de l'existence, hein, c'est de l'existant. Ça existe. Qu'est-ce que c'est que ces pommes, ces fraises, etc. Ben, c'est du contenu, c'est de l'existant. Alors, ce qui est contenu, c'est de l'existant, c'est pas du néant. Il y a de l'existant. Donc, on a un ensemble non vivre, si vous voulez. Donc, on voit bien que le concept d'inclusion, ben, il peut se représenter par une localisation spatiale, au travers, bien sûr, de l'ensemble de veines. Ça veut dire existe dans. Existe dans. Donc, les pommes existent dans l'ensemble des fruits. Ou si vous voulez, les pommes, l'ensemble des pommes est inclus dans l'ensemble des fruits. On a une notion d'existence derrière tout ça. Bon, on peut trouver de nombreux exemples de sous-ensembles. Hein, par exemple, dans les multiples, vous pouvez avoir voilà, si je prends les multiples de 8, les multiples de 8 sont inclus dans les multiples de 2, par exemple. Donc ici, je vais créer un sous-ensemble. Je vais mettre les multiples de 8. Donc je vais mettre quelques multiples de 8 parce que l'ensemble des multiples de 8 est infini, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc les multiples de 8, c'est 0. 0 fois 8, ça fait 0. 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 8, 16. 8, 16, et c'est la table. 8, 16, 24. 32, 40. 48. 54. Oui, si je me souviens, 56. Je me suis trompé. 56. 64. 72. 80. 88. 96. 104. 112.
120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200 et ainsi de suite. Hein. Bon, vous aurez compris. Alors comment je sais faire la table par 4, par 8, je m'excuse. Aussi long, ben, c'est facile. Parce que c'est toujours 8, 6, 4, 2, 0. Hein. 8, 6, 4, 2, 0. 8, 6, 4, 2, 0. 8, 6, 4. Bien sûr, à passer à la dizaine suivante, à certains moments. Voilà, 8, 6, 4, 2, et ainsi de suite. Bon, 0, et ainsi de suite. Bon, c'est un ensemble infini. Donc, l'ensemble des multiples de 8 est infini. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, vous le savez, c'est pas comme les diviseurs. L'ensemble des diviseurs, c'est limité. Hein, mais l'ensemble des multiples, il est infini. Voilà. Bon, je vais mettre 3 petits points pour dire que c'est un ensemble. On a un ensemble ouvert ici. Hein. Un ensemble ouvert parce que bon, on peut, voilà. Et les multiples de 2, ben, c'est 2, 4, 6. Ouais, j'ai oublié le 0. Hein. 0. 0 est multiple de tous les nombres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Ce qui veut dire que, bon, les multiples de 8, hein, là c'est les multiples de 2, là c'est multiple de 2, voilà, et ça c'est les multiples de 8. On a 2, 0, ouais, 0, bon, je vais le faire correctement. En mettant un bon ensemble, parce que sinon on risquerait de plus s'y retrouver là. Alors, on a 0, 2, 4, 6. Bon, chaque fois, il faut mettre un point ou une croix. Bon, je ne le fais pas ici pour aller plus vite. Hein. Bon, voilà. Là, j'aurais dû mettre un point, mais bon, je ne le fais plus. Je ne mets plus ni croix ni point pour aller plus vite. 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, c'est les multiples de 2. Voilà. Et ça, c'est les multiples de 8. Donc, les multiples de 8 sont inclus dans les multiples de 2. En d'autres termes, je pourrais dire que les multiples de 2 sont inclus ou égales aux multiples de 2. Les multiples de 4 sont inclus dans les multiples de 2. Les multiples de 6 sont inclus dans les multiples de 2. Les multiples de 8 sont inclus dans les multiples de 2. Et tout nombre. Alors, les multiples d'un nombre pair, en général, un nombre pair, c'est les multiples de 2k, ouais, parce que c'est voilà, avec k appartenant aux entiers, est inclus dans les multiples de 2. Les multiples de 2k sont inclus dans les multiples de 2. Voilà. C'est comme ça. Bon, donc on a les notions d'inclusion dans voilà, tout ce qui est voilà, ensemble de les critères de divisibilité, les critères les multiples, les diviseurs. Voilà, on peut retrouver voilà, des ensembles inclus ou contenant ou inclus, enfin peu importe le terme que je peux utiliser. Alors, ici, je pourrais dire que les multiples de 2 contiennent les multiples de 2k. Bon, jusqu'à présent, je fais que, je veux dire, une petite révision de ce qu'est l'inclusion.
Donc vous commencez à voir, bon, cette notion d'inclusion. Alors la question fondamentale, euh, c'est ce qui est, c'est le but de cette vidéo aussi, c'est de savoir est-ce que c'est appartient ou c'est inclus. Alors je vous ai dit que vous pouvez utiliser les deux. Mais qu'en géométrie, j'utilise le plus souvent une certaine. J'utilise voilà, certains symboles en fonction. Je vous ai montré, c'est lesquels que j'utilisais en géométrie. Donc, j'utilisais celui-là, celui-là et celui-là. Mais en vérité, je vous ai toujours dit, c'est le but de ma vidéo aussi, je l'ai explicité au départ, c'est qu'on vous a tellement banalisé les choses que bon, on peut perdre son latin. C'est ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire que on a tellement banalisé ces symboles qu'à un moment donné, oui, bon, appartenance, j'ai vu ça en primaire, oui, vous avez ça en primaire. Inclusion, j'ai vu ça en primaire, oui, si j'ai vu ça en primaire, bon, ça ne dénote plus de revoir cette matière parce qu'elle était vue, je la comprends et je sais ce que c'est. Mais non, ça va pas comme ça. Parce qu'en fait, ici, il y a un réel petit problème qui peut se poser, c'est de se savoir est-ce que c'est le symbole d'appartenance ou d'inclusion. Alors, la première des choses, c'est d'aller voir un peu plus loin. On va creuser un peu plus. On va creuser un peu plus et faire appel à des notions, voilà, voilà, des notions sur les notions ensemblistes, notamment la notion bien sûr, relative à l'appartenance et à l'inclusion d'office. Donc, je vais faire une distinction ici. Qu'est-ce qui pourrait veut dire faire en sorte qu'on a déjà un peu moins de confusion? Eh bien, c'est d'aller rechercher des propriétés sur voilà, de réflexivité, de symétrique, etc., s'il y a possibilité avec l'appartenance à la conclusion. Et l'appartenance et l'inclusion. Alors, une des propriétés, c'est une relation, c'est au niveau des relations. Au niveau des relations qui existent, symétrique, transitivité, réflexivité. Ici, l'inclusion, je peux vous dire que c'est une relation réflexive. Là, elle est réflexive. Donc, là, je peux déjà les distinguer. On a une relation réflexive. Alors que l'appartenance, elle est anti-réflexive. Donc déjà là, on peut faire un distinguo. Et c'est très bien. C'est très bien. Ça commence déjà à faire transparaître, je veux dire, certaines, je veux dire, s'il y a des confusions, ben maintenant elles vont commencer à voilà, ces confusions vont commencer à s'atténuer parce que je peux les comparer, trouver des éléments de comparaison et créer un distinguo. Donc si je peux les distinguer, bon, la comparaison peut, enfin, on peut avoir un comparatif qui peut soit faire en sorte qu'on peut les joindre ou les disjoindre. Enfin, quand je dis joindre et disjoindre, c'est pas en termes de notion ensemble, ça veut dire c'est si je peux les réunir ou les dissocier. Les dissocier. Et si je peux les réunir, comment je peux les réunir? Et si je peux les dissocier, ben, s'ils sont dissociables, ben, bon, voilà, ça, il n'y a pas de problème. C'est surtout comment faire en sorte de pouvoir avoir un concept de réunir ces notions-là d'appartenance et d'inclusion. Puisque quelque part, quand on regarde bien ici, ben, on peut utiliser les six cas de figure. Hein. Alors comment ça se fait qu'on peut utiliser les six cas de figure? Justement, c'est le but de cette vidéo. Alors déjà, revoyons cette notion de réflexivité. Alors, on a, euh, est-ce que on a A qui appartient à A? Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, ça c'est vrai, c'est une vérité. A appartient à A. Par contre, est-ce qu'on a A qui n'appartient pas à A? Ça c'est faux. Donc en booléen, ça c'est vrai, et ça c'est faux. Alors A, je vous rappelle que donc
on aura toujours ça. A n'appartenant pas à A, on aura toujours ça. Alors, l'appartenance relie un unique élément à un ensemble pouvant comprendre plusieurs éléments. Par exemple, ben, une pomme rouge que j'appelle, bon, identifiée par, bon, la pomme rouge, je veux l'appeler, je sais pas moi. Ou alors une personne, c'est mieux. Une personne qui s'appelle, je sais pas moi, Firmin. Firmin, je sais pas moi, Firmin, je sais pas, je peux attribuer un nom. Firmin, Firmin Lapin. Allez, Firmin Lapin. Firmin Lapin appartient à la famille Lapin. Donc là, on a une unique personne qui est Firmin Lapin, appartient à la famille, voilà, la famille Lapin. Ça, c'est Firmin Lapin. C'est son nom, hein. Son prénom, c'est Firmin. Son nom, c'est Lapin. Il appartient à la famille Lapin. Bon, là, on voit bien que c'est un élément, un unique élément, un seul élément appartient à un ensemble d'éléments. Donc donc on pourra dire que A n'appartenant pas à A est toujours vrai. Donc on voit bien que la relation est réflexive. Maintenant, voyons voir l'inclusion. L'inclusion est une relation réflexive. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours... Ouais, ici, je vais quand même enlever ceci. A appartient à A. J'enlève ceci, je m'excuse. Ouais, c'est plutôt ceci. A n'appartient pas à A est faux. Ouais, et toujours... Non, je me suis trompé ici. C'est pas que c'est faux, c'est justement vrai. A n'appartient pas à A, c'est toujours vrai. Parce que A n'appartient pas à A. C'est toujours vrai, je me suis trompé. C'est toujours, ça c'est toujours vrai. Parce que A n'appartient pas à A. Parce que, pourquoi? Parce que A est un élément unique. Alors, si un élément, normalement l'appartenance, je vous ai dit que c'est un élément unique par rapport à un groupe. Or ici on a un élément unique, Donc je ne peux pas faire A, on peut pas dire A n'appartient pas à A. Parce que A est un élément unique. Donc je ne peux pas dire A n'appartient pas à A. Enfin, ce sera toujours vrai, c'est ça que je veux dire. Bon, A parce que A est un élément unique. Non, je m'excuse, je me trompe, On aura toujours, ça on l'aura toujours. Ouais, il faut faire attention au raisonnement, parce que c'est vrai qu'il faut bien raisonner. Quand on a A n'appartient pas à A, on l'aura toujours. Ça on l'aura toujours. A n'appartient pas à... Pourquoi? Parce que A, bon, c'est un élément unique. Voilà. Donc quand vous avez appartenant, ça relie un élément unique, un seul élément, à un groupe. Voilà. Par contre ici, A c'est un élément et A c'est un élément. Donc je peux, voilà, un groupe est constitué d'un seul élément. Hein. Il peut être constitué d'un seul élément. Il peut être constitué d'un seul élément. Voilà, c'est ça le raisonnement. C'est qu'un groupe peut être constitué. Non, ça c'est toujours, justement, c'est toujours vrai ça. Parce que le problème c'est qu'on n'a qu'un seul élément ici. Un seul élément. Et là, on n'a qu'un seul élément. Donc justement, on n'a pas un groupe.
On n'a pas un groupe, c'est pas c'est pas un ensemble. Hein. Voilà, c'est pas un ensemble, c'est un seul élément, c'est unique. Donc A n'appartient pas à A, c'est tout à fait vrai. C'est toujours vrai. Maintenant, si je fais oui, mais ici, le problème, c'est que je suis en appartenance. L'appartenance, c'est l'autre côté. Bon, j'ai fait une petite erreur. Bon, je suis un petit peu en train de... Ça, c'est toujours vrai. Dans le raisonnement, c'est toujours vrai. Là, c'est appartenance, c'est là. Parce que c'est... Appartenance, c'est antiréflexif. Hein. L'appartenance est une relation antiréflexive. Donc, A n'appartient pas, A est toujours vrai. Ah, maintenant, pour l'inclusion, si je prends deux ensembles, cette fois-ci, c'est deux ensembles. Voilà, j'étais en train de confondre les... Là, là c'est un ensemble, là, c'est un ensemble. Je peux parler d'inclusion. Là, bon, ici, j'avais un seul élément par rapport à un seul élément. Voilà. Par contre, ici, j'ai, par exemple, plusieurs éléments que je vais appeler ABC est inclus dans... Est-ce qu'il est inclus dans ABC? Oui, oui. Parce que ça, c'est un ensemble d'éléments, et ça, c'est un ensemble d'éléments. Donc, voilà, je dirais même ceci, mais voilà. Ici, c'est... on aura toujours A inclus dans A. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ceci, c'est toujours vrai pour l'inclusion. Donc, c'est une opération qui est réflexive. Par contre, ici, elle est anti-réflexive parce qu'on n'a pas A appartenant à 1. Parce qu'on n'a qu'un seul élément et un seul élément. Alors que l'appartenance, c'est un élément, un seul élément, un seul élément appartient à un groupe. Voilà. Par contre, ici, on a un groupe inclus dans un groupe. Donc, si je dis A inclus dans A, c'est bon. Par contre, si je dis A appartenant n'appartient pas à A, oui, on a un seul élément ici. Voilà. Ici, c'est pas un groupe. Donc, A n'appartient pas à A. Donc c'est toujours vrai, les deux c'est toujours vrai. Donc quelque part on peut les distinguer par d'un côté l'antiréflexivité et de l'autre côté la réflexivité. Voilà. Ça c'est déjà un distinguo. Alors maintenant, qu'est-ce qui exprime la même chose? C'est surtout de voir qu'est-ce qui exprime la même chose. Ben, c'est un singleton A. Si je prends un singleton A, ben, c'est inclus dans E. Là j'ai bien un groupe qui est singleton, parce que c'est un groupe mais composé d'un élément. C'est un ensemble composé d'un élément. Donc c'est un singleton, ce que j'appelle singleton est inclus dans E. Et si j'écris ceci, A, l'élément A appartient à E. Là c'est un élément. Et là on a un singleton. Donc vous voyez que là je peux mettre inclus ou appartient. Donc on les confond, oui, on les confond de par ceci. On les confond, mais on peut les distinguer, puisqu'il y a un distinguo qui peut se faire au niveau des relations. Il y en a une qui est antiréflexive, et l'autre elle est réflexive. L'inclusion est réflexive, et l'appartenance est antiréflexive. Mais on peut les prendre
je veux dire, exprimer la même chose sous deux formes différentes. Donc ça veut dire qu'il y a une équivalence là. On peut dire qu'il est équivalent de considérer donc l'inclusion d'un singleton dans un ensemble. Voilà, à gauche, le singleton A est inclus dans E. Et on peut dire aussi l'appartenance à cet ensemble de l'élément compris dans ce singleton. Donc c'est équivalent. Alors maintenant, vous aurez compris que c'est une histoire de singleton d'éléments. Si on considère un objet, ben, il est indifférent de le concevoir comme singleton d'un élément ou un élément d'un singleton. Donc ici, je peux écrire pour les inclusions. Hein, donc là, c'est là, j'aurais pu écrire le singleton D le singleton D est inclus dans pi. À droite est inclus dans pi, c'est le singleton D est inclus dans pi. Donc, comme il est indifférent d'écrire l'inclusion d'un singleton, comme il est indifférent de le concevoir comme singleton d'un élément ou élément d'un singleton, alors singleton d'un élément, c'est en mettant D avec les accolades. Ça veut dire qu'il fait partie d'un ensemble et il est tout seul. Ou élément d'un singleton. Bon, élément d'un singleton, je l'enlève. Voilà, ça c'est élément d'un singleton. Donc c'est indifférent que je le vois comme singleton d'un élément ou élément d'un singleton. Mais ici c'est pareil. Hein. Je peux l'entrevoir comme A inclus dans pi, c'est-à-dire que j'ai... Non, je m'excuse ici, j'ai dit une petite bêtise. Ici, si je l'écris comme ceci, voilà, ouais, comme il n'y a pas de... C'est un petit peu équivalent, ouais, je peux l'écrire sans ceci. Ou je peux l'écrire en tant qu'appartenance. Hein. Le tout, c'est de faire le distinguo, mais c'est difficile à faire. D'où je vais interpréter une notion sur le syllogisme, apporter une notion de syllogisme, ce qui va apporter un peu plus de peaufinement pour comprendre ça. Pour comprendre. C'est le syllogisme qui va permettre justement, ouais, parce que vous avez fait une banalité depuis vos primaires, vous dites, bon, vous connaissez appartenance à inclusion, mais on peut écrire indifféremment, l'un ou l'autre. Il y a 6 écritures possibles. Alors, à un moment donné, si on vous dit, oui, mais ça, c'est possible, vous risquez de faire ce qu'on appelle une confusion. Vous avez, tiens, je connais quand même la définition de l'appartenance et de l'inclusion, donc c'est pas maintenant qu'on va venir me contredire. Eh bien si, parce que les 6 possibilités sont permises, encore faut-il faire les distinguos. Le premier distinguo, c'est au niveau des caractères des relations. Il y en a une qui est réflexive et l'autre qui est anti-réflexive. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais l'écriture là est indifférente. Que vous écrivez l'un ou l'autre, c'est le même. Et ça à voir parce que justement, à voir avec si vous parlez bon, d'un singleton d'un élément ou d'élément d'un singleton. Alors donc ce qui veut dire, vous allez me dire, ouais mais alors ça prête à confusion. Eh bien justement, c'est ça que je vais aborder. C'est quel est ce degré de confusion que ça peut amener. Et là je parlais de syllogisme justement. Le problème il est là. Alors si on exprime une relation entre un objet et un ensemble, eh bien la relation sera selon notre façon de considérer l'objet, notre façon de voir l'objet, notre façon de, on va dire, d'interpréter l'objet. Alors, vous allez me dire, oui, mais tantôt,
On peut le considérer en tant qu'appartenance et tantôt comme inclusion. D'où cette notion fréquente de confusion entre ces deux relations d'appartenance et d'inclusion. Et c'est maintenant que je vais interpréter cette notion de syllogisme. Alors, pour aller, je vais aller sur Internet. En logique, le syllogisme est un raisonnement logique mettant en relation au moins trois propositions, deux ou plus d'entre elles, appelées prémices, conduisent à une conclusion. Vous allez voir que ça ramène à une conclusion. Vous allez voir. Je vais donner des exemples. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y en a plein ici. Conduisent à une relation, enfin, à une conclusion. Aristote a été le premier à le formaliser dans son Organon. Ces propositions sont généralement exprimées avec uniquement des prédicats unaires et relèvent donc de la logique monadique du premier ordre. Un exemple très connu de syllogisme est « tous les hommes sont mortels ». Bon, c'est celui qui est le plus connu, cet exemple-là. Alors on peut le peaufiner de plusieurs manières, je vous le dis tout de suite, hein, par les relations d'équivalence, tralali, tralala, comment est-ce qu'on appelle ça, d'application, voilà, par les implications. Voilà, par les applications. Mais ici, je ne vais pas le faire par les applications parce que je vais vous montrer que c'est la même chose. Que vous preniez appartenant ou inclusion, tout va dépendre de votre façon de voir les choses. Que vous voyez les choses d'une certaine façon, vous allez mettre appartenant. Si vous voyez les choses d'une autre façon, vous allez mettre inclus. Alors, tout va dépendre de ça. Alors, bien sûr, ici, à mon avis, j'imagine qu'ils vont le faire avec les implications, mais moi ça m'intéresse pas avec les implications. On peut le faire avec des applications. Moi je veux intégrer la notion d'appartenance et d'inclusion pour vous dire que là il y a quelque chose bon qui est, je veux dire, on va dire, qui ne prête pas à confusion dès le moment où on va mettre les choses en place. Il n'y aura plus de confusion. Ça va dépendre de la définition que vous avez créée dès le départ pour dire soit c'est appartenant ou soit c'est inclus. Bon, donc, mais ici, le problème, c'est qu'ils ont pris avec des applications, il me semble, hein, voilà, voilà, ici c'est pris avec des applications, voilà, bon, on a les mineurs, les prémices majeures, prémices mineures, les conclusions, voilà, tous les hommes sont mortels, bon, alors, bon, ça c'est connu par tout le monde, hein, cet exemple-là, de syllogisme, et il y en a toute une panoplie de syllogismes que vous pouvez lire, il est sur Wikipédia, syllogisme, et vous pouvez lire, bon, il y en a pas mal là-dedans. Enfin, pas mal, il y en a 3-4, je sais pas combien il y en a. Voilà, affirmative. Voilà, ici, ils l'ont fait avec des applications. Tous les hommes sont mortels. HX entraîne MX, quel que soit X. La négation universelle, là, ça c'est une affirmation universelle. La négation universelle, aucun homme n'est mortel. Donc HX entraîne non MX. L'affirmation particulière, au moins un homme est mortel. Il existe X, HX et MX. La négation particulière, au moins un homme est immortel. Il existe HX et non MX. Voilà, et on peut aboutir à une conclusion. Bon, mais ici, bien sûr, vous aurez compris que je vais pas prendre... Je vais prendre le même exemple, mais inclure les notions d'inclusion et d'appartenance. Ah. Alors, je vais commencer ceci, voir ce syllogisme. Alors ici, il y a quand même quelques cas. Tout chat est sympathique, or tout philosophe est un chat, donc tout philosophe est sympathique. Vous voyez que c'est des structures logiques qui amènent à une conclusion. Oh, c'est une conclusion évidente. Hein. Conclusion évidente. Aucun agent de change n'est borgne, or tous les rats polyglottes sont des agents de change, donc aucun rat polyglotte n'est borgne. Toute hirondelle fait le printemps, or quelques syndicalistes sont des hirondelles, donc quelques syndicalistes font le printemps. On pourrait trouver tous des 4 syllogismes comme ça. Voilà. Mais moi, je vais le faire avec, ici, Socrate. Donc Socrate est mortel.
Socrate est un homme, bien sûr, et tous les hommes sont mortels. Je ne sais pas si vous avez pris le... Je vais le faire ici. Donc, on va prendre un exemple assez archi connu de syllogisme et on va en discuter. Bon, alors, tout ça, c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas perdre de vue que ça veut dire que je peux utiliser soit appartenant ou inclus suivant mes desiderata. J'utiliserai appartenant dans un cas de figure et inclus dans un cas de figure, mais je peux les utiliser voilà, indifféremment, que j'utilise l'un ou l'autre. De toute façon, ça va ramener à la même conclusion. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour voir ça, je vais prendre un exemple de syllogisme qui va vous ramener à la même conclusion avec l'appartenance et l'inclusion. Alors ici, je vais prendre Socrate est mortel. Voilà une proposition. On pourrait même aller plus loin, hein, mettre un M majuscule à mortel, mais bon, je ne le fais pas ici. Donc Socrate est mortel, ça veut dire que ça peut signifier que ou bien deux cas de figure, hein. Il y a deux cas de figure à Socrate est mortel. Alors, ça peut dire soit l'élément Socrate appartient à l'ensemble des mortels, ou le singleton Socrate est inclus dans l'ensemble des mortels. Donc ça peut signifier deux choses, soit l'appartenance, soit l'inclusion. Donc je vous rappelle, l'élément Socrate appartient à l'ensemble des mortels, ou bien le singleton Socrate est inclus dans l'ensemble des mortels. Alors maintenant, je vais mettre une deuxième proposition. Je dirais les hommes sont mortels. Alors, homme, je pourrais le mettre avec un majuscule, et mortel avec une majuscule, et je pourrais en discuter de ça, mais bon, je ne le fais pas ici. Les hommes sont mortels. Bon, ça peut signifier quoi? Ben, deux choses, encore une fois. Soit appartenance, soit inclusion. Ça veut dire que, bon, là, je peux dire soit les hommes sont mortels, ou bien chaque élément, c'est-à-dire homme, appartient à l'ensemble des mortels. Donc à ce moment, ça appartient. Ou bien tout singleton homme est inclus dans l'ensemble des mortels. Et là, à ce moment, on va mettre bien sûr l'inclusion. Je pourrais dire, ou bien l'ensemble de tous les mortels aussi est inclus dans l'ensemble des mortels. L'ensemble de tous les hommes est inclus dans l'ensemble des mortels. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et alors là, traditionnellement, bon, les logisticiens, enfin les logiciens, logisticiens, c'est la logistique, je m'excuse. Les logiciens, ceux qui s'occupent de logique, pas de les logisticiens, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Logisticien, c'est de la logistique, bon, ça a à voir avec les entreprises, voilà, et de la gestion des flux. Gestion des flux. Quelqu'un qui contribue à la gestion des flux, bon, et qui étudie la gestion des flux et y répond de manière, je veux dire, de manière. La gestion, quand je dis gestion, c'est la gestion des coûts, la gestion des flux, etc. C'est un logisticien. Il doit répondre de la manière la plus prépondérante par rapport à, voilà, à un état des lieux. Un état des lieux. Bon, le logisticien peut faire de la gestion de stock, voilà, il peut faire de la gestion de production, ben voilà, il peut entrer dans différents domaines. Pas confondre avec un logicien qui s'occupe voilà, de l'étude de la logique. L'étude de la logique et du raisonnement. Alors, maintenant je vais voir le syllogisme. Socrate est un homme.
Socrate est un homme. Et maintenant, je vais relier bien sûr les deux propositions par et, quantificateur et. Et c'est ça qui fait la liaison. Hein. Et. C'est ça qui fait la liaison des raisonnements pour avoir une conclusion. Et les hommes sont mortels. La conclusion serait que donc, voilà, on résume la chose par une petite conclusion par un mot lien qui est donc Socrate est mortel. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, c'est tout à fait vrai ça. Alors maintenant, je vais vous montrer que j'utilise indifféremment l'un ou l'autre, ça va revenir au même résultat. On va en arriver au même résultat. Alors, si je dis, je traduis Socrate est un homme. Alors, je vais appeler S. Donc, je vous avais dit, soit je peux utiliser l'appartenance ou l'inclusion. Alors, quand est-ce que je vais utiliser l'inclusion, enfin l'appartenance? Les hommes sont mortels. Les hommes sont mortels. Je vais utiliser l'appartenance. Enfin, ici c'est plutôt Socrate est mortel. Socrate est mortel. Ben, je peux le mettre en tant que l'élément Socrate appartient à l'ensemble des mortels. Ou le singleton Socrate est inclus dans l'ensemble des mortels. Bon, ben ici, je prends appartient. L'élément Socrate appartient à l'ensemble des mortels. Comment je vais écrire ça? Alors je dirais tout d'abord, avant tout, Socrate est un homme, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Donc ici, je vais prendre Socrate est un homme. Socrate est un homme. Et je dirais, les hommes sont mortels. Donc, Socrate appartient aux mortels. Alors, n'oubliez pas que quand j'utilise appartient ou inclusion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, appartient, c'est quand on a l'appartenance à un ensemble de l'élément compris dans ce singleton, ou si on utilise l'inclusion, c'est l'inclusion d'un singleton dans cet ensemble. Donc n'oubliez pas ça. Ça, faut pas perdre de vue. C'est la formule générale qu'il faut retenir ici. C'est juste que l'inclusion, ben, c'est l'inclusion d'un singleton dans un ensemble. Et c'est l'appartenance. Quand on utilise l'appartenance, c'est l'appartenance à cet ensemble d'éléments compris dans ce singleton. Si je prends par exemple les hommes sont mortels, je vous l'ai dit, hein, les hommes sont mortels, peut signifier deux choses, soit appartenant ou inclus. Si j'utilise appartenant, ben, chaque élément homme appartient à l'ensemble des mortels. Si j'utilise le mot singleton, enfin si j'utilise le mot inclusion, eh bien c'est tout singleton homme est inclus dans l'ensemble des mortels. Donc quand il y aura le mot inclusion, enfin le symbole inclusion, ici dans ce cas-ci, le symbole inclusion, ben, ce sera
ben, il sera pris en tant que singleton. Si il y aura le mot appartenance, c'est un élément. Voilà. Donc ici, S est un élément. Ici, H est un singleton. Ici, S est un élément. Mais maintenant, je peux dire aussi que, voilà, Socrate est inclus parmi les hommes. Donc là, Socrate, c'est un singleton. Les hommes sont inclus parmi les mortels. H est un singleton. Voilà. C'est un singleton. Hein. Je vous ai dit que on a le singleton homme est inclus dans l'ensemble des mortels. Ou l'ensemble, je peux dire aussi, c'est l'ensemble de tous les hommes est inclus dans l'ensemble des mortels. Je peux le prendre en tant que singleton ou ensemble. Là. Voilà. Donc homme, il est pris en tant que singleton ou ensemble. Ici, je les prends en tant qu'ensemble. Voilà. Et le dernier, Socrate. Dans ce cas-ci, comme on a des inclusions partout, voilà, on a Socrate est l'ensemble, enfin Socrate est inclus dans l'ensemble des mortels. Donc là, on a le singleton Socrate qui est inclus dans des mortels. Alors, vous voyez que le raisonnement, il va aboutir à la même chose. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Hein. Bon, si S appartient à H et que H est inclus dans M, ça veut dire que S appartient à M. Ça c'est vrai ça. Alors, ce sera toujours vrai. Ça, ce sera toujours vrai. Alors maintenant, si S est inclus dans un... S est une partie d'un ensemble et que H est une partie d'un autre ensemble, donc ça veut dire que S est inclus dans M. Ça, c'est évident. Hein. C'est d'une évidence totale. Hein. Bon, je veux dire, la plus grande évidence, elle est surtout là. Ça, c'est vraiment évident. Voilà, ça, c'est vraiment évident. C'est vraiment évident parce que si vous avez S inclus dans H et que H inclus dans M, ben vous allez avoir M, H, S. Voilà. S est inclus dans H, est inclus dans M. Bon, mais ça, avec les inclusions, c'est vraiment évident. C'est tout à fait logique. On va dire c'est logique parce que c'est évident. Maintenant, l'autre est moins évident, mais c'est vrai. Parce que là, on part d'une appartenance. Bon, mais là, c'est un élément. Voilà, appartient aux hommes. Là, homme, il est pris en tant que singleton. Voilà. Donc, comme on a tous des singletons, ben, on va dire S est un singleton, il appartient à H. Comme H est un singleton, il est inclus dans M, ben, ça entraîne que ben, S, le singleton S, bien, appartient à l'ensemble M. C'est tout à fait vrai. Donc, on peut indifféremment utiliser, employer ceci, comme on peut utiliser ceci. Bon, c'est indifférent. C'est indifférent. Donc, je peux utiliser, si vous voulez, indifféremment indifféremment ceci. Tout ceci est vrai. Tout ceci peut être utilisé. Maintenant, certains grammairiens vont aller un peu au-delà de ça. À ce moment-là, c'est une question de contexte de langage. Hein. Donc à ce moment-là, il faut aller vers un... Si vous avez des syllogismes, il faut aller vers le... Voilà. Pour analyser l'expression, il faut partir sur des bases du langage. Alors, on pourrait unifier, si vous voulez, au maximum la, la description des structures linguistiques. Mais là, on pourrait comparer, par exemple, les deux options, Socrate est mortel
Bon, Socrate, c'est l'élément, et l'énoncé exprime l'appartenance, ou alors Socrate est un singleton et l'énoncé exprime l'inclusion. Alors si je prends les hommes sont mortels, ben, les hommes peuvent être pris en tant qu'ensemble. À ce moment, l'énoncé exprime l'inclusion. Si je prends les hommes en tant qu'ensemble, l'énoncé exprime l'inclusion. Donc si je prends Socrate en tant qu'élément, et les hommes en tant qu'ensemble, mais être change de signification et exprime tantôt l'appartenance, tantôt l'inclusion. Le sujet de être est tantôt un élément, tantôt un ensemble. Donc voilà, on ne sait pas dire. On ne sait pas dire. Maintenant, si je prends Socrate en tant que singleton et les hommes en tant qu'ensemble, l'énoncé, bien sûr, va exprimer le être n'est plus le même. Le être, ça veut dire qu'il conserve la même signification. Ici, ce sera toujours l'inclusion. Le sujet est toujours un ensemble. Et cette interprétation de la langue, c'est la plus simple et la plus générale. Donc ici, on aura toujours l'inclusion ici. On aura toujours l'inclusion ici. Alors maintenant, est-ce qu'on peut percevoir une différence de signification entre les deux copules être d'un côté ou de l'autre? Si oui, si vous dites oui, alors à ce moment-là, il faut admettre que Socrate est pris en tant qu'élément d'un singleton. Sinon, alors il faut admettre que Socrate est pris en tant que singleton d'un élément. Et on obtient, si vous voulez, la plus simple des deux interprétations linguistiques. Et on se rappelle qu'il est équivalent. Ben, il est équivalent, c'est-à-dire, je dirais, en finalité, que Socrate appartient au mortel, ou l'élément Socrate appartient au mortel, ou le singleton Socrate est inclus dans les mortels. Donc, ça dépend si vous faites une distinction. Si vous voulez, percevoir une différence de signification entre les deux copiles être, être n'a pas la même signification. Ben, ça dépend si vous voulez percevoir une différence. Si oui ou non. Vous voulez avoir une différence de signification, oui ou non. Alors si c'est non, vous avez ceci. Si oui, à ce moment-là, bon, ceci, je l'ai déjà interprété auparavant, puisque c'est ceci ici. Donc si vous voulez pas faire de différence, ben, vous allez considérer ceci. Mais si vous faites une différence au niveau voilà, du mot être, à ce moment-là, si vous faites une différence, oui, à ce moment-là, vous n'interprétez plus ça comme ça. Vous dites tout simplement que Socrate est pris en tant qu'élément d'un singleton. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez faire une différence entre être, le copule être, c'est-à-dire le verbe être là, si vous voulez faire une différence, oui ou non, sinon, ce sera indifférent, ce sera ceci. Donc c'est une question de grammaire, c'est ça que je veux dire. Hein. Si vous ne voulez pas faire de différence, vous aurez ceci. Il y a moyen de ne pas faire de différence, mais il y a moyen de faire une différence. Tout dépend comment on voit la chose. Si vous voulez faire une différence, à ce moment-là, oui, on peut faire une différence, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, bon, il faut considérer que le verbe être signifie que il est pris en tant qu'élément d'un singleton. Donc, mais en mathématiques,
Bon, c'est pas une question de grammaire ni quoi qu'est-ce. En grammaire, en mathématiques, on ne veut pas faire de différence. Donc, on va exprimer indifféremment ceci. Hein. Que j'exprime l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Mais moi, ce que je vais faire, c'est souvent utiliser, bon, comme je vous ai dit, ce sera ce que j'utiliserai, c'est A appartient à une droite, D est inclus à un plan, et A appartient à un plan. Voilà. Donc un point appartient à une droite, un point appartient à un plan, et une droite est incluse dans un plan. Voilà. Et maintenant, si vous écrivez autrement, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est bon. Vous avez 6 possibilités d'écriture. Bon, si quelqu'un ne vous met une faute, parce que je veux dire, il vous dit oui, mais non, là-bas, c'est un point, c'est inclus dans une droite. Mais non, on peut l'exprimer indifféremment comme on veut. C'est plutôt certains syllogismes qui sont catégorisés par certains grammairiens qui vous diront oui, mais là, il y a une petite différence, mais là, ils vous le disent. Généralement, si vous voulez pas faire de différence, il y a possibilité, soit on ne fait pas de différence. On considère que, bon, c'est... voilà, vous pouvez écrire appartenant ou inclus. Voilà, c'est la même chose. Mais certains grammairiens, sur certains syllogismes, pour vous dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de dire que c'est la même chose, j'ai envie de individualiser, et donc à ce moment-là, l'individualisation devra se faire suivant, bien sûr, il sera pris en tant que qu'élément d'un singleton, c'est-à-dire en tant qu'élément. Si vous dites oui, oui, je veux catégoriser. Ben, s'il veut catégoriser, il n'y a pas de problème. Mais il faudra qu'il le justifie au travers de la grammaire, mais ce n'est que des logiciens qui pourront, je veux dire, entrevoir la chose. Ceux qui étudient la logique. Mais un logicien peut aussi entrevoir une non-catégorisation. Il peut dire, bon, pour moi c'est valable. Ça reste l'inclusion et l'appartenance. Mais d'autres vous diront non. Ils vous diront, bon, dans ce cas-ci, c'est l'appartenance et pas l'inclusion. Bon, ça dépend, hein, je dis. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour vous dire que dans les plans, vous avez 6 formes d'écriture, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vous tromper. Donc, il n'y a pas de justification si vous écrivez l'un ou l'autre. Mais maintenant, parfois, il y a des professeurs qui ont l'habitude de marquer, un peu comme moi. Hein. Ici, vous marquez A appartient à D, et non pas A inclus à D. Bon, si vous écrivez A inclus à D, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est très bien, c'est bon. Hein. Tout dépend si on prend en tant qu'élément ou singleton d'un élément. L'élément d'un singleton ou singleton d'un élément, ça dépend comment on voit la chose. Mais de toute façon, ici, on ne catégorise pas. Donc je vous dis que c'est un syllogisme. J'ai pris un cas de figure de syllogisme où l'appartenance et l'inclusion, bon, tout dépend comment on voit la chose, mais généralement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puisque je vous ai dit que ce sera le cas de figure, je sais pas ce que je l'ai mis. Voilà, ce cas de figure-là. Ça veut dire qu'il y aura une indifférence. Ce sera indifférent, que vous écrivez inclus ou appartient. Tout dépend si on parle d'éléments d'un singleton, d'éléments d'un singleton d'un élément. Donc, ce qui veut dire qu'ici, A, c'est un élément, appartient à une droite. D, il est pris en tant qu'élément, c'est l'élément de la droite, l'élément droite qui est pris, qui appartient à un plan. Et là, c'est l'élément, le point A, qui est un élément, appartient à un plan. Ici, c'est quoi? Mais c'est pris comme singleton d'un élément. Singleton d'un élément est inclus dans la droite. Là, c'est le singleton d'un élément qui est la droite, qui est inclus dans le plan. Et là, c'est le singleton d'un élément qui est inclus dans le plan. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, je devrais écrire avec comment on appelle ça, des accolades. Mais les accolades, je vous ai dit que s'il n'y a pas de confusion possible, il n'y en aura même pas parce que ce sera équivalent. Voilà, s'il n'y a pas de confusion, ben, ça voudra dire ceci, que j'écrive sous une forme ou une autre, c'est le même. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que la droite n'est plus vue comme un ensemble de points, mais comme
la droite en tant que singleton, c'est ça que ça veut dire, hein. S'il est inclus, si je l'inclus, si je prends D, D appartient, voilà, ici c'est plutôt ça, D appartient à pi, voilà, ça c'est l'élément, et si je mets les accolades, c'est le singleton D qui est inclus dans pi. Donc je peux dire ça, hein. De toute façon, D c'est un ensemble de points, donc je peux dire inclus, hein. Si je vois D inclus dans pi, ben, c'est un ensemble de points, il est inclus dans l'ensemble de points pi, hein. Voilà. Maintenant, D appartient à pi, ben, c'est parce que je le considère comme la droite étant un singleton. Ouais, c'est plutôt ici. D est un singleton qui appartient au plan pi. D est un singleton. Alors je peux l'écrire, D appartient. Alors D est inclus, c'est normal que je peux l'écrire parce que D c'est déjà un ensemble de points. Voilà, on va dire que D est un ensemble de points. Donc il est inclus dans le plan. A est inclus dans le point. Alors je vais maintenant enlever ce qui est juste, enfin qui est plutôt, je veux dire, tout à fait logique. Donc les enlever. Ce qui est tout à fait logique, c'est que, bon, A appartient à D. Parce que c'est un élément. Voilà. D, A appartient à D, c'est un élément. C'est assez simple ça. Maintenant, D est inclus dans le plan. Ben oui, je peux le dire parce que c'est un ensemble de points. Alors, A est inclus. Maintenant, il en reste 3. C'est ces 3-là qu'il faut faire attention. Le A, ici, mais il est pris comme singleton d'un ensemble. Donc là, c'est comme si j'avais des accolades. Donc c'est le singleton de l'élément A, qui est un point, qui est inclus dans D. Donc ça, bon, je peux l'enlever, on peut le dire. D est inclus dans le plan, mais là je dois le prendre en tant que singleton. Donc je dois mettre des accolades, c'est le singleton droite, singleton élément droite, qui est, voilà, qui appartient au plan. Donc ça je peux dire. Et maintenant A est inclus dans le plan, ben, là c'est parce que c'est le singleton A qui est inclus dans le plan, et voilà, et tout est possible de dire. Ça c'est le singleton A qui est pris, qui est inclus dans le plan. Voilà, et tout ça peut être dit. Je vous remercie.